Sylvie Houet, bonjour. Vous êtes responsable du développement des coffee shops chez Segafredo France. C'est ça. Clara Bailly, bonjour. Vous êtes la directrice de l'offre de Franprix. Alors, vous avez posé une question ce matin, donc vous êtes déjà présenté. Et Maximilien Dupuis, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Y. Alors, alors Segafredo et Franprix, c'est plus connu. Y, peut-être un petit peu moins, mais je vous souhaite la même notoriété bientôt. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Y? Alors, c'est une toute jeune société. On a à peine 2 ans d'existence. Et on s'est lancé dans la fabrication de yaourts à la grecque. Pour l'instant, c'est le seul produit qu'on fabrique. On a dans l'idée de développer d'autres produits. À la base, on voulait rester sur la transformation laitière. Et finalement, on va plutôt s'orienter sur la transformation de produits locaux. Donc l'idée, c'est de créer des produits de tous les jours avec des matières premières locales. Et pour l'instant, on est plutôt sur la partie produits laitiers, mais on a plein de choses. Alors, Sylvie et Clara, vous allez nous parler dans quelques instants donc, de vos concepts, Segafredo et Franprix, enfin Franprix Mandarine. Mais avant cela, quelles sont les nouvelles attentes consommateurs? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez identifié comme des attentes consommateurs et en quoi, évidemment, vos concepts, dont on parlera après, y répondent, ou tentent d'y répondre? Alors, en ce qui nous concerne, nous avons vraiment noté que les consommateurs attendent de la qualité et attendent aussi de l'information par rapport aux produits servis. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus curieux sur ce qu'on leur propose. Ils ne se contentent pas de consommer. Ils veulent savoir comment le produit est fabriqué, d'où il vient, pourquoi on a fait ce choix. Et ils sont très curieux et vraiment très dans la demande des process qu'on applique et pourquoi vraiment le savoir-faire du produit en question. L'histoire, la narration, exactement, ce dont on parlait ce matin. Tout à fait. Ils veulent, Voilà. Ils veulent entendre un peu d'histoire. Donc la qualité, c'est vraiment un élément essentiel qui ressort aujourd'hui dans le choix des consommateurs. D'accord, et vous nous expliquerez dans quelques instants comment ça s'est traduit concrètement chez Segafredo dans les concepts. Oui, Clara, donc même question. Alors nous, en tant que conseil de proximité urbaine, on a affaire à des clients qui sont extrêmement avertis. Connectés d'une part, avertis de la qualité des produits, très exigeants en termes de service. Je suis pressée, je veux passer vite en caisse, je suis pendant mes grandes courses du week-end, j'ai un peu plus de temps, si on me fait déguster des choses, je suis content, etc. Donc finalement, nous, notre maître mot, c'est adaptabilité, écouter le client et surtout être capable d'être flexible quand il est pressé ou quand il a du temps ou quand il a des attentes particulières. D'accord, donc flexibilité, adaptation, adaptabilité. Oui. Maximilien aussi, même question. Alors les nouvelles attentes. L'expérience, elle n'est pas aussi grande que la vôtre, mais elle est déjà là. Aujourd'hui, je pense que les clients, avant recherchaient un prix et aujourd'hui, ils recherchent un produit. Et finalement, c'est ce que nous, on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, ils cherchent un produit qui correspond à leurs attentes. Et leurs attentes, c'est de la qualité, les circuits courts, les empreintes carbone sur les livraisons des matières premières. La proximité. Il y a une vraie demande autour du développement durable où on le dit pour se donner bonne conscience, mais ça en fait partie. Quand on voit le prix en face, on se dit ah oui, non, mais je suis pas prêt à payer pour. Les retours qu'on a, nous, ils sont divers et variés puisqu'on on fait tout type de vente, de la vente directe sur les marchés, les salons, on travaille avec la grande distribution, avec les épiceries fines, et on travaille aussi avec la restauration collective, ce qui fait qu'on a quand même un large panel de retours. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, l'empreinte carbone, c'est pas ce qui va toujours revenir sur le devant de la scène, mais ça revient. Et aujourd'hui, par contre, la partie fournisseur de matières premières locaux, ça fait partie des premières demandes des clients, et donc ils nous demandent à chaque fois, quand on est en magasin pour présenter nos produits, d'où viennent les matières premières, qu'est-ce que mangent les vaches, tout ça, c'est des choses que les gens sont curieux maintenant. Je pense qu'ils en ont marre des listes à rallonge sur les étiquettes des produits, qui veulent de la transparence sur l'origine des matières premières. Je pense qu'ils aimeraient aujourd'hui acheter un yaourt et puis avec un QR code pouvoir flasher le produit et savoir quelle vache a fait le lait qui est à l'intérieur. J'exagère un petit peu, mais ça c'est limite faisable avec. Surtout qu'elles ont des noms souvent, les vaches, donc voilà. Donc on peut les identifier. Ça pourrait aller du moins jusqu'à la laiterie d'où vient le lait,
avec lesquels c'était fabriqué. Et l'attente pour des produits locaux, Sophie en parlait ce matin, vous confirmez que c'est à la fois une demande de qualité qui est derrière et une demande aussi économique, c'est voilà, je défends l'emploi dans ma région, mes achats nos achats sont nos emplois. Bon voilà, c'est des slogans qu'on a pu entendre. Il y a aussi, je pense, ça existe. Il y a aussi une partie une partie qualité produit, parce que je pense que pouvoir identifier un produit et un producteur local, ça va indirectement rassurer le client et donner un certain niveau de qualité au produit en se disant voilà, la carotte que je mange, elle a poussé dans le champ dans la ville d'à côté. Et il y a aussi le côté faire travailler les producteurs. Que le champ d'à côté soit pas trop contaminé. S'il est près de l'autoroute, enfin non, je plaisante. Non, je pense pour le coup, on n'est pas loin d'une autoroute, les produits sont de qualité, donc il n'y a pas de souci. Mais non, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a deux, ça dépend des gens. On va avoir une partie qui va vraiment s'intéresser à la qualité produit et à la proximité des matières premières et à la transparence sur l'origine, et d'autres qui vont aussi vouloir faire travailler les producteurs des alentours et s'intéresser à l'emploi aussi de la région et du territoire. Alors, Clara, donc, nouveau concept, le concept mandarine, qui est plus tout à fait aussi nouveau maintenant, qui commence à être un petit peu sur les rails. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous dire en quoi est-ce que vous avez justement voulu traduire des attentes consommateurs et lesquelles ? Alors, en effet, le concept mandarine a vu le jour chez Franprix au mois de mars l'année dernière. Aujourd'hui, on a quasiment la moitié du parc qui est au nouveau concept mandarine. Je dirais, le concept mandarine, c'est vraiment les quatre pieds d'une chaise et qui sont vraiment indissociables pour nous. La première chose, c'est le concept, c'est pouvoir à un moment donné amener du confort à nos clients et on est passé d'une consommation un peu de masse où on pousse beaucoup de marchandises dans les rayons. Le client est obligé de contourner un peu tous les box qu'on lui propose pour pouvoir passer. De quelque part d'un confort où c'est le client qui va lui aller chercher son produit. Donc l'éclairage, la star c'est le produit, ça c'est le premier pilier le premier pied de la chaise. Le deuxième pied, c'est la notion d'accueil client. Donc on a des grands enjeux au niveau direction des ressources humaines. On a créé une académie mandarine qui se veut diplômante et qui va permettre à notre personnel de magasin à comprendre ce qu'est prendre en compte le besoin d'un client sur un point de vente, accueillir le client, lui dire bonjour. Je porte mon tablier, qui est un objet emblématique de notre concept, mais qui n'est pas qu'une tenue, qui est aussi quelque part de dire indirectement au client, je suis là, je suis à votre écoute, je suis à votre service. Donc ça, c'est le deuxième pied de la chaise. Le troisième pied de la chaise, c'est l'offre, évidemment, l'offre produit. L'offre produit qui doit être très flexible. Je le disais tout à l'heure, c'est le maître mot de mes équipes de travailler là-dessus. Franprix, c'est une enseigne qui navigue aussi bien dans des quartiers très populaires que dans des quartiers très premium. Donc on doit avoir cette flexibilité d'amener de l'offre qui soit complètement raccord avec les attentes de nos clients. Du premium dans des zones premium et du populaire dans nos zones populaires. Enfin, les services. Et flexible aussi dans la journée ? Et flexible dans la journée. En fonction des horaires et donc des moments de consommation ? Alors ça, c'est l'ambition qu'on va se donner dans l'évolution de notre concept. Vous anticipez, effectivement. Mais en effet, l'évolution dans la journée est quelque chose d'important. Nos moments de consommation, le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, c'est en effet quelque chose sur lequel on est beaucoup en train de travailler. Enfin, les services, nos fameux clients urbains qui sont exigeants. Notre magasin, c'est vraiment un magasin qui se veut un lieu de vie aujourd'hui. Le claim de notre concept, c'est passer d'un lieu de vente à un lieu de vie. Donc ça veut dire que quand on dit lieu de vie, on dit apporter des solutions clés en main aux clients et pas que dans l'offre produit. On a des relais postes, par exemple, dans certains de nos magasins. On peut aller chercher un Colissimo dans nos magasins à 21h. On a des bornes Western Union pour faire des transferts d'argent. On peut avoir des relais de conciergerie dans les quartiers. On peut avoir une offre de frais emballés, de produits très frais dans certains de nos magasins. Donc cette notion de service, elle est clé. De prêt d'appareils à raclette. Oui, ça, effectivement, je vous l'avais cité, je suis client. Ou alors aussi d'une petite perceuse, j'ai besoin de poser une tringle à rideau. Je peux en effet vous prêter la petite perceuse des visseuses qui va bien, l'appareil à la raclette, le parapluie quand il tombe une trompe d'eau immédiatement. Donc voilà, tout ça, c'est pour dire que finalement, notre rôle à nous n'est plus de proposer le kilo de farine quand je l'ai oublié de l'acheter dans mon panier de courses. C'est vraiment, je suis votre ami, je suis votre allié. Vous avez des difficultés au quotidien, dites-les-moi et je vais vous aider à les affronter. Et alors, vous avez signé un partenariat récemment, je crois que c'était en septembre ou octobre, avec Allo Resto, donc oui, pour livrer à domicile des solutions repas. Et donc, Allo Resto est évidemment une plateforme qui draine énormément d'internautes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Où en est ce service ? Est-ce que vous l'avez déployé partout ? Et quelle est l'ambition ?
Alors ce service, en fait, s'associe à Alimentaire Express, qui est en fait notre plateforme d'e-commerce qui a vu le jour en début d'année, donc marketplace sur Cdiscount, et qui permet aux clients d'être livrés en 1 heure sur Paris Intramuros. Donc dans le cadre de l'évolution de pour cette ces plateforme, courses-là, pour les pour courses ces courses traditionnelles. standards, exactement. Et dans le cadre de l'évolution, en effet, d'Alimentaire Express, on a mis en effet en place un partenariat avec Alloresto sur des solutions clés en main, des solutions de repas. Et donc, aujourd'hui, c'est en test chez nous, mais c'est, j'ai envie de dire, le prémisse de la deuxième version des services qu'on va apporter à nos clients dans la deuxième version de Mandarine, qui verra le jour dans quelques semaines. D'accord, parce que alors, oui, vous pouvez nous donner 2-3 scoops sur la prochaine version de Mandarine. Alors, vous nous avez parlé d'adaptabilité de l'offre dans la journée. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? On va pousser le lieu de vie, puisqu'on avait mis quelques tables, quelques tabourets dans certains magasins Franprix. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était extrêmement apprécié par nos clients. Vous rentrez dans un Franprix, vous voyez une personne âgée en train de lire son journal, en train de boire un café. Vous y allez le midi, vous voyez des jeunes étudiants connectés en Wi-Fi gratuit dans le magasin qui mangent leur sandwich en 5 minutes. On sent qu'il y a une vraie appétence et qu'il y a une vraie recherche du client sur ce côté convivial. Donc, on va vraiment pousser ces lieux de vie pour en faire pas que un tabouret ou une table dans un coin. Ça va être un vrai espace de convivialité. Et associé à ce lieu de vie, on va pousser nos offres de plats emportés, de plats à consommer sur place, d'offres de kits petit déjeuner. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va énormément exprimer. Je discutais avec certains d'entre vous à midi. Aujourd'hui, nos clients ne sont plus tant Carrefour City, Auchan, à 2 pas, etc. On sait très bien qu'avec l'arrivée d'Amazon, on parlait d'Amazon tout à l'heure, c'est je pense que le monstre, l'épouvantail. L'épouvantail, exactement, qui finalement qui nous fait à tous nous poser des questions sur notre modèle. Et Amazon aujourd'hui, on le disait, le client parisien peut être livré en 1 heure. Quel est l'intérêt demain d'aller pour un client Franprix d'acheter ces 4 packs de lait qu'il va porter dans son escalier dans son magasin? Donc on sait très bien que sur toute cette épicerie de fond de placard un peu lourde, Amazon et d'autres, et nous-mêmes d'ailleurs à travers Alimentaire Express et d'autres concurrents, vont nous prendre le pas sur tous ces sujets-là. Donc quelque part, nous, on est en train de prendre le virage et de se dire, bah oui, notre fond de placard, c'est plus vraiment chez nous que le client va aller chercher. Donc on va amener des solutions beaucoup plus ultra fraîches, beaucoup plus clés en main, comme finalement, à chaque fois qu'on fait un petit test, on sent qu'il y a une énorme demande des clients là-dessus. Sylvie, alors l'espresso italien, donc il y avait une demande, il y avait un besoin d'informations, de qualité autour de l'espresso italien en France, et donc c'est pour ça que vous avez développé donc ces concepts magasins, les cafés Segafredo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous les avez développés, et puis où on en est aujourd'hui du déploiement? Alors effectivement, aujourd'hui, vous faites bien de parler de l'espresso parce que c'était vraiment pour nous le postulat de départ. L'entreprise Segafredo, donc nous sommes des torréfacteurs industriels. Nous sommes présents sur tous les circuits de distribution en Europe et dans le monde. Et donc son créateur, Monsieur Zanetti, a voulu à la base faire découvrir comment est-ce qu'on dégustait l'espresso italien. Et ça, c'était vraiment le postulat de départ. Et c'était l'idée simple de l'implanter partout dans le monde. Et il a comme ça ouvert une boutique, qui était la première à ouvrir à Paris d'ailleurs. L'idée, c'était vraiment de montrer comment l'espresso était dégusté en Italie. Parce qu'en Italie, on est un peu avec la culture de l'espresso, ce qui n'était pas le cas donc, en France. On l'a dans le sang. Voilà, exactement. Donc ça a été une expérience très réussie, puisqu'on a vraiment tout de suite une adhésion. On est resté tout le temps authentique par rapport aux produits de base. C'est-à-dire que l'espresso est servi dans les règles de l'art, demi-tasse, avec le verre d'eau, avec un produit d'accompagnement, dans une ambiance donc italienne. Pas de sucre. Ouais. Alors, on peut mettre du sucre à disposition, bien entendu, mais en tout cas, du sucre semoule. C'est vrai qu'on est assez, nous, puristes dans la façon de déguster l'espresso et que dans notre rôle, effectivement, pour éduquer les consommateurs, on essaye d'amener les consommateurs à le déguster sans sucre. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base et le postulat de départ.
L'idée de créer un réseau est venue quelques années après, tout simplement parce qu'on a eu donc une demande spontanée assez forte de gens qui venaient nous voir en nous disant mais on aime beaucoup ce que vous faites, on aimerait bien faire la même chose, et on a été amené à réfléchir à la création d'un réseau. Donc ça s'est fait dans les années 2000, où on a créé une nouvelle filiale qui a été en charge du développement des coffee shops dans le monde. Donc évidemment, à partir de là, il y a plusieurs chantiers qui ont été mis en route au niveau de la recherche d'une gamme un peu plus large, un concept architectural, et puis bien entendu tout l'aspect contractuel qui devait encadrer le développement et le déploiement de ces coffee shops. Et combien y a-t-il de coffee shops aujourd'hui dans le monde, Alors, France et dans le monde? En France, il y en a 25 et dans le monde, il y en a environ 450. Alors, il faut préciser que, en tant qu'industriel, nous ne souhaitons pas faire un réseau de distribution. Oui, là vous voulez tout de suite. Voilà, nous l'avons déjà, ce réseau de distribution au travers de tous les secteurs dans lesquels nous intervenons déjà avec des produits spécifiques. Ce que nous voulons, c'est être bien représentés dans chaque partie du monde, avec les bons partenaires, et faire de ces coffee shops de véritables relais d'images et des vecteurs d'images pour l'entreprise. Donc ce sont des produits exclusifs que vous distribuez dans ces Absolument. coffee shops qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est ça, pour Non, pas qu'il y ait tout à fait, de tout à fait. concurrence justement? Oui, absolument. Il y a une gamme de produits spécifiques développés pour les coffee shops. Parce que le développement d'un réseau en propre, c'est tentant pour un industriel. Alors surtout que dans l'univers du café, il y a quand même un exemple assez flagrant. Et voilà. Oui. Donc on pense tous au même. Oui. Voilà, mais vous garantissez, vous dites bien que c'est pas l'objectif. Non, L'objectif, c'est l'image, c'est Voilà, exactement. d'éduquer. Exactement, tout à fait. C'est l'image, c'est un formidable vecteur d'image dont on se sert au quotidien dans nos autres réseaux de distribution. En revanche, bien évidemment, il ne faut pas perdre de vue que nous avons choisi de nous développer avec des partenaires franchisés. Donc du coup, c'est aussi un outil de travail pour le franchisé. Donc il y a aussi un élément important de rentabilité obligatoire. C'est pas seulement de l'image pour se faire plaisir. Non. Voilà, c'est aussi un indépendant qui est un entrepreneur avant d'être un franchisé et qui doit effectivement exploiter cet outil de travail pour gagner sa vie. Il y a avec. juste quelques Voilà. magasins en propre, j'imagine. Le premier peut-être est un Voilà, il y en a eu un premier flagship. effectivement. Et puis c'est à quelques exceptions près, voilà, c'est plutôt un réseau de concessionnaires et de franchisés. D'accord. Maximilien, donc vous le dites, vous l'avez dit, vous mettez l'accent sur les produits locaux, alors pour l'instant essentiellement à travers donc, du yaourt à la grecque. Donc vous fournissez en matière première locale, alors c'est Île-de-France pour l'essentiel. Comment est-ce que vous sélectionnez les fournisseurs de matières premières? Donc c'est du lait pour l'essentiel, encore une fois. Et est-ce que vous les mettez en avant? Est-ce que vous envisagez de les mettre en avant? En gros, ce qui s'est réellement passé, c'est que quand on a débuté, on s'intéressait déjà à la démarche locale, mais c'était pas encore on va dire le fil directeur de notre démarche. Parce que quand on a choisi nos premières matières premières, dans notre yaourt, c'est assez simple. On met du lait, des ferments lactiques, on met un petit peu de poudre de lait pour épaissir la texture du mélange, et on met des confitures à l'intérieur. Pour la confiture et la poudre de lait, on a été chercher sur le site du concours général agricole et on a pris des lauréats. On s'est dit, quitte à faire un produit, autant le faire avec les meilleures matières premières qu'on puisse trouver. Et n'étant pas du tout du milieu agroalimentaire et n'ayant à la base pas de connaissances là-dedans et connaissant pas de producteurs, on s'est dit, on va regarder ce qui se fait. De là, on est tombé pour la confiture sur on a trouvé des confitures qui étaient médaillées, on a trouvé le confiturier qui les fabriquait. Il était à l'époque meilleur confiturier de France, maintenant il est que champion du monde de confiture. Pas mal. C'était pas mal, et en fait on a commencé à travailler avec lui, mais lui n'est pas d'Île-de-France. La poudre de lait, c'est pareil, on a changé depuis qu'on a commencé l'activité. Il y a eu 3 concours agricoles, donc 3 lauréats, donc on a changé 3 fois de fournisseurs. Et après, pour le lait frais, vu que c'est un approvisionnement régulier, il fallait choisir une ferme proche. Après, il s'est posé donc là, elle est en Île-de-France pour le coup. Là, oui, elle est en Île-de-France. Ouais. Elle est juste à côté de chez nous. C'est la ferme de Grignon-Tiverval. Donc les gens des Yvelines doivent connaître. C'est une ferme d'État, une ferme d'AgroParisTech. Et finalement, après, il y a eu aussi la question qui s'est posée d'adhérer à la démarche du mangeant local.
qui est poussé par le Servia. Et plus on avance et plus on se conforte sur l'idée que faire du local, c'est bien. Et finalement, sur certaines matières premières, on va même les confitures, on est en train de regarder justement pour les faire fabriquer Localement. Localement, ouais. Et alors, on parle de concept de distribution. Là, vous êtes sur un concept produit. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait aussi dans les cartons un concept de distribution, peut-être. Alors, est-ce qu'il est trop tôt pour en parler ou est-ce qu'on peut déjà en dire quelques mots? J'aimerais bien en parler. Après, si j'en parle de trop, que ça se fait pas, on va être déçu. Non, en gros, aujourd'hui, on s'est lancé d'abord sur la transformation, et on s'est dit finalement ça fait 2 ans, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. À la base c'était pas notre métier, on n'y connaissait rien, donc on se dit finalement si en partant de plusieurs vendeurs de voitures et d'ingénieurs en réseau télécom on arrive à faire des fabricants de yaourts, pourquoi pas se lancer aussi dans la distribution. Finalement en rencontrant des gens et en posant des questions, on peut apprendre un petit peu ce qu'on a envie. Donc là, on a envie de caler. En fait, notre laboratoire actuel, il est vraiment trop petit, donc on doit changer. Et on est sur, en fait, on a un bâtiment dans la commune d'à côté qui nous intéresse, sur lequel on veut intégrer donc une partie transformation et une partie distribution. La partie transformation, on veut lui donner un côté pédagogique. Donc l'idée, c'est de faire un laboratoire vitré. Où il y aurait un travail de fond avec les locaux, les gens du territoire, plus les écoles et les lycées, pour transmettre un petit peu le savoir-faire que nous on a acquis, même s'il n'est pas encore, c'est pas encore ancestral, mais bon, dans tous les cas, on a acquis un savoir-faire. C'est un métier qu'on connaissait pas, c'est un métier on se dit souvent, si à l'époque, quand on a fait nos études, parce qu'on a tous fait comme tout le monde des écoles supérieures pour finir avec des bac +5, et finalement on n'a jamais eu connaissance de ces métiers manuels et ils sont assez intéressants, et on se dit finalement autant transmettre un petit peu le savoir qu'on a appris. Donc on veut donner cette dimension pédagogique à notre laboratoire, et à côté on veut y mettre un lieu de distribution où donc les gens pourraient venir faire leurs courses et en même temps regarder les produits qui se fabriquent. Et l'idée c'est qu'il y ait de plus en plus de produits qui sont fabriqués, donc à chaque fois que les gens viendraient, ils pourraient voir des différentes fabrications se passer à l'intérieur. Et sur le magasin, on a décidé de suivre un cahier des charges du Servia et donc de faire un appro local à 80%. Donc avec une possibilité donc de visiter le site de production. En gros, c'est Émilie Fléchard qui me le disait tout à l'heure, qui avait une demande de tourisme industriel très forte. Vous pourrez visiter le site, mais dans tous les cas, la personne qui viendra chercher sa baguette ou je ne sais quel article verra dans tous les cas le laboratoire en train de fonctionner, en train de transformer des produits. Et après, l'idée qu'on veut encore un peu plus pousser, c'est de se dire finalement, ce que cherchent les gens, c'est des bons produits faits quotidiennement, et c'est de se servir de ce laboratoire, parce que finalement, lui va fabriquer des produits qui iront dans notre magasin et en même temps sur nos réseaux de distributeurs extérieurs, et c'est de se servir de cet espace pour fabriquer des produits où on peut leur donner une certaine vie. Donc j'expliquais tout à l'heure l'exemple de la crème au chocolat. L'idée c'est de se servir aussi de la connectivité, de la technologie pour mettre par exemple une petite salle de préparation connectée sur YouTube avec une chaîne en live et animer le réseau en disant voilà, là on est en train de vous faire notre crème au chocolat pour la semaine, et donc à 5 minutes de chez nous, on a Cacao Barry qui transforme des fèves de cacao. On a le lait à côté, donc la crème liquide également, et de faire une crème au chocolat, la fabriquer en direct et leur dire voilà, ce soir quand vous rentrez du boulot à 17h, vous la trouvez dans les rayons. L'idée, c'est pas de faire ça toutes les semaines, c'est de se dire selon les arrivages de saison, selon les produits qu'on va trouver à côté de chez nous, c'est de pouvoir fabriquer des produits et avoir une partie, on va dire une fond de rayon, un fond de rayon qui tournerait comme tous les magasins classiques, parce que ça on n'a pas le choix, et à côté de ça avoir une gamme avec des produits qu'on fabriquerait quotidiennement, en augmentant à chaque fois le nombre de produits au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qu'on aimerait mettre en place en faisant du produit plus frais, mais on ne trouvera pas tout le temps la même chose en fait. Faire de la rotation. C'est ça. Super. Alors, merci. Je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, il y a une question, Fabrice, dans le fond. Alors, il te faut un micro. Pardon. Voilà, il y a un micro. Pour Clara, puisque en fait, le concept mandarine, je l'ai vécu finalement en user, en UX, en user experience, puisqu'il y en a en bas de chez moi. J'ai déménagé il y a une semaine, mais en tout cas, il y en avait un en bas de chez moi dans le premier.
que vous connaissez sans doute bien. Alors c'est vrai, dans l'expérience client, on a remarqué effectivement l'amélioration de la circulation, mais c'était quelque chose qui existait déjà dans le quartier un petit peu avec Dailymonop. On a l'offre aussi, mais qui était une belle offre. Et vous avez raison de dire qu'il y a 4 piliers, parce que y a l'autre pilier qui était le personnel. Et finalement, le commerce, le pilier bancal, je trouve, de beaucoup de commerces, c'est justement cette expérience, qui est l'expérience toute simple, qui est l'expérience humaine, qui est le basique, c'est notre communication, notre échange. Et en fait, alors, vous avez dit ils sont formés, mais c'est resté la même équipe. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait virer l'équipe et en mettre une nouvelle. Mais c'est resté la même équipe qui a été formée, finalement, avec la même ligne. Et puis, bon, l'arrivée en caisse, ils avaient des blouses propres, mais c'est resté les mêmes personnes qui étaient habillées de la même manière sous la blouse. Et finalement, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu se passer dans le concept, c'est que ils n'ont pas réellement changé et in fine, très rapidement, non seulement ils sont très sympathiques au demeurant, mais ils n'ont pas changé, c'est-à-dire ils n'ont pas changé leur manière de faire. Et c'est là que c'est très très important dans la conduite du changement. Elle est fondamentale dans votre concept, cette conduite du changement, parce qu'en fait ils sont restés un petit peu comme ils étaient avant. Et petit à petit, le service, ils l'avaient déjà. Moi, ils me montaient systématiquement en haut de chez moi, alors que j'habitais à deux portes, les éléments. Et finalement, le concept mandarine, il est redevenu, malgré que ça a été repeint, refait, il est redevenu comme avant, voire pire, parce qu'après, on est presque arrivé en se disant, mais presque tout ça pour ça. Donc, c'est ultra, ce que je veux dire, c'est ultra important. Et je ferai le parallèle avec Cogent, qui finalement, bon, même si c'est bon, on peut dire, mais enfin, ils vendent que des sandwichs et des trucs, mais le rapport client, il est complètement différent. Et ce que je veux dire, lorsque vous arriverez à mettre sur votre communication du concept mandarine les caissières et les patrons de magasins de mon quartier qui vont me parler dans ma boîte aux lettres et que j'ai envie d'aller les voir, c'est exactement ce que fait Cogent. Et là, le concept mandarine, il sera vraiment passé, parce que vous avez eu raison de dire, c'est 4 piliers, et quand il y en a un qui est bancal, la chaise, elle tombe. Là, Clara a envie de répondre. Bah oui, j'ai envie de répondre. Et je voyais que... Ah bah oui, parce que même si je suis directrice de l'offre, je suis extrêmement sensible à ces sujets-là, évidemment. Je vais vous donner un peu l'autre face de l'iceberg de Mandarine. C'est que Mandarine a été un tremblement de terre en magasin, en amont, etc. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis dans l'enseigne. J'ai vraiment connu l'avant et j'ai connu l'après. Et en magasin, ça a été un vrai tremblement de terre. Alors je pense que à plusieurs niveaux. Déjà, c'est le premier concept chez Franprix. Alors ça, c'est le côté positif qui a fait l'unanimité. C'est-à-dire que Franprix a quand même cumulé un certain nombre de concepts avant de trouver sa vraie voie. Et celui-ci a fait l'unanimité philosophiquement, commercialement, etc. Vraiment, tout le monde, y compris en magasin, avait envie d'aller dans ce concept. En revanche, expliquer, parce que Franprix est une enseigne d'épicerie, mais épicerie dans le sens pur du terme. Les gens de magasin chez Franprix avaient l'habitude de vendre de la boîte de conserve, dans le sens pur du terme, et pas dans le sens péjoratif. Et quand on passe à un concept mandarine, où on demande à un épicier d'accueillir le client, je rajoute à l'épicier, sa préoccupation fondamentale était d'offrir du produit au client, donc de remplir les rayons. C'était sa préoccupation numéro 1, c'était d'avoir des rayons remplis. Donc les palettes au milieu des magasins, je remplis, il y a des clients qui me passent à côté, je ne les vois pas, etc. Ça, c'était le Franprix d'avant. Le Franprix de maintenant, le fameux tremblement de terre entre les deux, c'est effectivement l'accueil client, savoir qu'il y a un client qui existe, à qui on s'intéresse, mais pas que, c'est tout le service, c'est le jus d'orange, les rôtissoirs, enfin tout ce que vous pouvez voir dans les magasins aujourd'hui, qui sont tout sauf leur métier de base. Donc en fait, tout ça a fait qu'on s'est très vite rendu compte que l'Académie mandarine était indispensable à ce concept. C'est une Académie mandarine qui existe depuis 6 mois et qui fait plusieurs choses, qui explique techniquement comment on nettoie une machine à jus d'orange, mais aussi
qui explique au personnel du magasin, au directeur et au directeur adjoint, comment moi, en tant que directeur, je me positionne en tant que quelqu'un qui amène du service au client, mais comment je me positionne en manager de mes équipes, comment je les fais monter en compétence là-dessus. Donc on est une des rares enseignes à investir énormément sur ce sujet-là, et ils ont droit à des formations de développement personnel, ce qui est très rare dans la grande distribution d'offrir ça à des gens de magasin. Donc oui, on a conscience de ce sujet et on l'a pris à bras-le-corps, on investit beaucoup là-dessus. Maintenant, le tremblement de terre, quand on a 900 magasins, il met du temps à s'installer, mais je peux vous dire que c'est un sujet sur lequel on investit beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Et juste une question. C'est vraiment, et c'est très honnête de le dire, et c'est parce que c'est pas en changeant le packaging et la couleur du magasin qu'on change le magasin, et c'est exactement pareil pour les produits. Et un des piliers de votre métier, du pilier de votre concept, c'est effectivement l'accueil et c'est le rapport humain qu'on a dans le magasin. Et c'est vrai que là, on est avec des hommes et des femmes et que ça doit mettre du temps et voilà. Et c'est là, et quand on parle de là, Cogent, il a bâti son succès là-dessus avec des gens t-shirt bleu, immaculés, jeunes. Je dis pas, voilà. Alors, Et tous les magasins c'est sont comme ça. en propre Oui. ou dans le réseau Alors, Franprix? Non, en plus, le réseau Franprix, et justement, je rebondirai rapidement sur ce dernier sujet. Le réseau Franprix, c'est un réseau qui, historiquement, est un réseau de franchisés d'indépendants, mais qui, aujourd'hui, en gros, c'est un tiers. C'est un tiers de magasins intégrés, un tiers de master franchisés et un tiers d'indépendants. Et quand vous parliez de jeunes, etc., on a des grosses campagnes de recrutement en ce moment, parce qu'on a conscience aussi qu'on a besoin de renouveler les équipes à certains endroits, etc. Puis il y a des gens de l'ancienne génération qui ne nous ont pas suivis non plus, pour qui c'était trop dur, le changement était trop important et qui n'ont pas pu rejoindre. Et qui faisaient bien leur métier, vous avez raison. Vous avez raison, c'est simplement que le métier a évolué, vous avez tout à fait raison. Ouais. Et donc, on a, pour juste vous donner un exemple sur notre campagne de recrutement, on a un food truck qui tourne dans Paris et qui fait déguster des produits Franprix devant certains magasins. Ce food truck, en fait, ces 2 derniers mois, a été un petit peu tordu dans sa mission de base et s'appelle le Good Job Truck. Et a tourné dans les campus d'université, dans les campus d'écoles de commerce, pour expliquer et pour aller chercher en fait des jeunes étudiants qui soient à temps partiel ou à temps plein, pour les embarquer un peu avec nous dans notre concept mandarine. Et ça a eu beaucoup de succès. Et par ailleurs, on a une autre campagne de recrutement qui a eu lieu aussi en début d'année dans des 4x3 et dans des abribus et à Paris, où on a mis en scène en fait certains de nos directeurs de magasins avec les tabliers. C'est passé aussi dans le Parisien, dans le 20 minutes, qui a mis en scène, en fait, à travers des photos un peu humoristiques, nos héros du quotidien que sont nos épiciers dans nos magasins. Et question pour vous, Sylvie. Vous avez cette même problématique de RH dans le réseau Segafredo? Oui, bien évidemment, puisqu'on travaille avec des franchisés, donc on est tout à fait sensible à ce sujet. Donc, la première des choses, c'est le recrutement, où il faut être extrêmement attentif. Et ensuite, c'est la formation. Donc, on a effectivement un training center dans lequel on reçoit les franchisés et les équipes des franchisés. Et au-delà, effectivement, la formation technique qui est très complète et qui leur permet d'acquérir un nouveau métier, on est aussi très attentif à leur communiquer, à leur transférer notre savoir-faire et également toute la valeur en fait de ce nouveau métier qui est le métier du barista, qui est un métier noble. Et qui effectivement, notamment chez les jeunes, quelque chose à vraiment développer parce que c'est la découverte d'un nouveau métier. C'est bien au-delà du métier de barman qui peut être quelquefois perçu de façon un peu banale. Là, c'est un véritable métier noble qu'on va leur faire découvrir. Donc on a une équipe de baristas qui tourne dans tous les magasins pour parfaire les formations des uns et des autres. Ok. Oui. Alors il y a encore 2 questions. 3 questions. Sophie. En fait, j'en ai 2. Première question pour Maximilien. Est-ce que à terme, à plus long terme, donc, il y a peut-être un projet de reproduire dans d'autres régions
le concept? Alors déjà, on a aujourd'hui le laboratoire qu'on a actuellement, il transforme en Île-de-France et il distribue qu'en Île-de-France. Toute demande hors Île-de-France est refusée parce que dans notre démarche de promouvoir le local, on se dit que si jamais on s'implante, enfin si on vend dans une autre région, c'est qu'on ira chercher le lait d'une autre région pour le transformer. Donc dans tous les cas, toutes les demandes qui ont été extérieures à l'Île-de-France ont été refusées. Les seules choses qu'on accepte, c'est on travaille un petit peu on est sur des pistes pour de l'export, donc on s'interdit pas l'export. Par contre, on s'interdit de sortir de l'Île-de-France. J'avais autre chose, une deuxième question pour Clara. Vous avez tout à l'heure parlé effectivement, dans un futur proche, de changer votre offre dans la journée. Vous avez parlé petit déjeuner, déjeuner, goûter. Quid du dîner? Parce que je reviens toujours là. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Et ce que disait Bernard Boutboul sur l'heure du frigo vide, qui nous concerne tous, et avec peu de solutions finalement, parce que ce soit chez les boulangers qui ont une offre forte le midi, ou les magasins, les convenience stores qui ont aussi une offre forte le midi, le soir, voilà, on rentre chez nous avec soit le McDo, soit le resto chinois, quoi. Le dîner, oui, vous avez raison. Le dîner, il est aussi au cœur de notre processus, en fait. Le côté plat chaud, la solution à emporter, j'ai envie de dire que je la consomme au bureau ou chez moi, c'est un vrai sujet qu'on travaille de façon assez assidue en ce moment. Bientôt dans les prochains mois. Merci. Oui, il y a une question. Je profite d'avoir le micro. Je voulais rebondir sur le retour d'expérience de Fabrice qui avait le mérite de la franchise par rapport à Franprix. Mais en l'écoutant, tu m'en voudras pas, Fabrice, mais je trouvais que c'était un peu sévère parce que moi je t'ai écouté, je veux juste exprimer mon sentiment parce que on a bien compris les 4 piliers de l'initiative telle qu'elle a été prise, et puis en fin de compte, en vous écoutant l'un et l'autre dans vos arguments, je repensais à ce dont Fabrice Clochard a témoigné ce matin sur notre table de mixage avec les 3 domaines d'analyse que Fabrice a détaillés entre l'expertise, l'attachement et le partage. Et je me disais, mais en définitive, humainement, pour l'équipe ou pour les équipes Franprix, dans les différents contextes que vous avez exprimés, Clara, on voit bien qu'à un moment donné, non seulement il faut créer la dynamique du projet, il faut le mettre en œuvre, il faut en faire partager le sens, mais dans le même temps, c'est assez rupturiste par rapport à des pratiques antérieures. Donc ça demande du temps. Ça demande du temps d'appropriation en termes d'état d'esprit, ça demande du temps d'imprégnation pour faire en sorte que ce soit effectivement perceptible dans l'expérience client. En revanche, ce que je suis tenté de dire, il faut toujours du temps et il faut toujours mettre du sens, surtout quand il y a de l'humain. Et dans toutes les méthodes agiles que l'on peut expérimenter en matière d'innovation, on voit bien que le principal frein, le principal paramètre qui est difficilement maîtrisable, c'est toujours l'humain. Alors moi, je vous rejoins complètement. Il ne faut jamais oublier qu'on a quand même transformé 400 magasins en 1 an et demi. Je pense qu'on a un taux de transformation assez record. Et effectivement, avec pas mal de choses on a fait un peu beaucoup de test and learn en fait dans notre concept mandarine. Je pense qu'aujourd'hui, on a un bon rythme de croisière. Je vous rejoins sur le temps. Après, on a une espèce d'agilité et d'excitation chez Franprix qui fait qu'on a beaucoup d'idées qu'on a envie de faire naître dans nos magasins. Et c'est vrai qu'il faut que tout le monde suive cette cadence-là, avec un patron qui, lui, est très pressé, par contre. Bon, vous pourrez échanger vos coordonnées après, hein, si vous avez besoin. Alors, bon, je voudrais revenir. Oui. Oui. Allez, pardon. Oui, sur Franprix. Vous avez parlé d'espace de convivialité, en somme. Dans un commerce, la surface, c'est avant tout la surface de vente. Donc, plus on agrandit les surfaces, on va dire, de dépannage, je dirais, surface de dépannage, comme là où on met les jus d'orange, on vient, on boit un coup, on l'emporte, peu importe, qui est, semble-t-il, utile dans tous les cas. Quand on passe un espace de convivialité, c'est aux dépens des surfaces de vente, donc il y a un rapport, un équilibre économique. Et je pense à partir de là aussi que ça doit être variable suivant les quartiers, suivant les implantations des magasins. Une même doctrine ne s'applique pas partout.
Ensuite, une remarque peut-être moins intéressante, c'est que beaucoup, alors la différence, moi je ne sais pas, entre les franchisés, les indépendants, les sous-tutelles, là je ne sais pas dire, c'est pas écrit dessus. Enfin, du moins je ne sais pas le lire. Il y en a beaucoup qui font leur business sur le trottoir. Alors, sa décharge, ça reste longtemps sur le trottoir. On prend son temps pour intégrer la marchandise. Et tous les restes, tous les cajots, les cartons, tout le bazar, on fout ça sur le trottoir. C'est les bureaux des réclamations. C'est pas très look, quand même. Bon, Alors, il va je falloir sais bien ouvrir un bureau des Vous m'aviez pas réclamations. prévenu, hein. Non, Vous m'aviez dit, ils sont tous sympas, ils vont Voilà, vous poser bah des oui, vous super voyez, hein. questions. C'est ça. Alors, je voudrais bien avoir votre opinion là-dessus. Si c'est Donc admis, l'Académie mandarine, admis, il va falloir entre faire quelque guillemets, chose. si c'est admis comme ça, ou si c'est considéré comme contraire à la philosophie de l'entreprise. Et puis aussi, quand ils font le ménage entre tout ce qui est décoté, je trouve gênant que des gens dans le magasin, ils passent à la caisse, et à côté, on vide le déstockage, enfin le déstockage, Ouais. ce qui agit moins... Alors hop, peut-être qu'on met ça dans la benne et qu'on met ça dehors devant le magasin. Ouais. Alors, Madame Bailly, bon, Ça, peut-être sur la je trouve ça première- choquant. Ça, c'est peut-être un autre sujet, mais en tout cas sur la première partie de la question, à savoir effectivement le coût du mètre carré, et effectivement quand on le consacre à des surfaces de vie, bien évidemment, voilà, la rentabilité du magasin peut en pâtir. Alors, deux sujets par rapport à ça. En effet, on a des magasins qui ont des rôles différents, qui sont parfois dans des zones de flux, parfois dans des zones résidentielles. Donc, on ne va pas forcément attribuer la même place dans chaque magasin à cette fameuse zone de vie. Ça, c'est la première chose. Du coup, on a eu un objectif de densité par ailleurs. En fait, on a, malgré ces zones de vie, plutôt rallongé nos gammes et amené de l'offre supplémentaire parce qu'on a énormément travaillé la densité d'offres, la partie merchandising, les planogrammes, etc. Donc, du coup, au final... Avec des meubles plus hauts, c'est ça? Avec des meubles plus hauts, avec des meubles plutôt exprimés en 50 cm plutôt qu'un mètre, donc avec plus de latitude en fait en termes de nombre de produits au mètre linéaire. Donc c'était notre enjeu en fait. Notre enjeu, c'est de rester large et profond dans l'offre. Donc malgré ces zones de vie, on a réussi quand même à être, on est en moyenne entre plus 15 et plus 20% de référence dans les magasins, en fait, pour répondre à votre question. Pardon? Enfin... Ah oui, voilà. Merci. D'accord. Bon, ok. Alors, une dernière question, puis après viendra l'heure de la conclusion quand même. Bon, écoutez, moi, je vais aller à l'inverse de ce qui vient d'être dit, parce que je suis client chez Franprix tous les dimanches matins. Et je suis arrivé un jour et la caissière avait été malheureuse comme tout, parce qu'il y a un de ses clients qui l'avait enguirlandé le matin, parce qu'il lui manquait 1 centime pour rendre la monnaie. Alors moi, j'arrive avec le prix exact et je lui dis toujours, est-ce que le compte est bon? Elle me répond oui. J'ai donc le droit de revenir en 2e semaine. Et avec un grand sourire, elle me répond oui, monsieur. Et toutes les semaines, on a notre rendez-vous. Voilà. Et je dois dire que j'étais surpris d'ailleurs parce que le magasin a changé en 1 semaine. Moi, j'étais voilà. Et je trouve le concept et l'accueil très bien. Et c'est quel Franprix pour modèle comme ça? Il se trouve, attendez, c'est rue de la Verrerie. Voilà. C'est-à-dire en plein centre de Paris, là, à côté de Saint-Méry. Donc vous un bon point pour ce magasin. Vous pourrez féliciter le directeur et l'ensemble du personnel parce que c'est vraiment des gens qui sont tout à fait à l'écoute. Bon, alors, Je le ferai. Et vous me direz, votre magasin du 1er arrondissement... Non, mais vous inquiétez pas, j'ai bien compris le sens de votre propos. Mais moi, j'ai juste envie d'ajouter par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est tous très sensibles à l'accueil client qu'on reçoit tous dans un magasin. Et on se rappelle tous d'une caissière qui ne nous a pas dit bonjour. On se rappelle tous d'une caissière qui a été très sympathique. Et vous voyez, finalement, on y est tous sensibles. Et c'est vraiment un sujet... Bon. Alors, une question, s'il vous plaît. Oui, moi, je voudrais savoir, alors, est-ce que vous pouvez déjà nous fournir des résultats en termes de recrutement et de valeur du panier moyen?
Question sensible, mais tout à fait Mais vous- accessible malgré Vous tout. y étiez prête. Ça, vous ne l'aviez pas dit non plus, ça. Hein. Chez la prochaine fois, vous allez revoir votre brief. Alors, donc... La question ne vient pas de moi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On a deux formes de rénovation en fait dans les mandarines. On a les magasins qui sont fermés pendant 3 semaines, un mois, qui sont des rénovations qu'on appelle lourdes. Entre le avant et le après, à part la surface des mètres carrés, on ne reconnaît rien. Et en moyenne sur ces magasins-là, on est à plus 20% de chiffre d'affaires. Sur un secteur, un circuit saturé, l'alimentaire avec pléthore d'offres partout, on considère que ce sont des chiffres, encore une fois, en moyenne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui sont plutôt à plus 10 et d'autres qui peuvent être à plus 40, plus 50. Quand on est sur des rénovations plus light, vous disiez, monsieur, en 1 semaine, le magasin a changé. C'est ce qu'on appelle des rénovations light, où on reprend les fondamentaux du concept. On va souvent y mettre une rôtissoire, les jus d'orange. On va faire un peu de réallocation de surface. Là, on est plutôt sur des uplifts de chiffres à plus 10. Ça, c'est pour la macro-photographie en termes de chiffres. On est en très forte augmentation en termes de trafic et de fréquentation magasin, pour répondre à votre question de façon un peu plus fine. Et en panier moyen, on est à peu près stable, voire un chouille inférieur dans certains magasins à qui on a donné une dimension plus flux, etc. En fait, on a des cartes d'identité par magasin et on peut leur faire évoluer leur mission dans le quartier. Et donc, du coup, il y a des magasins qu'on transforme plus en mission snacking, auquel cas, là, on va avoir des vraies transformations aussi dans les types d'achats. Mais globalement, les indicateurs sont plutôt tous au vert. Par rapport évidemment à cette transformation mandarine, sinon on n'aurait pas été aussi vite et aussi loin. Super. Merci beaucoup. Voilà, la séance où on vous soutire les informations est terminée. Eh bien, l'heure de la conclusion est arrivée. Il me reste à vous remercier.